Bonjour les amis, eh bien une vidéo aujourd'hui sur la PS6 et sur la Xbox Ultimate. Et oui, la PS6, j'ai bien dit, et la Xbox Ultimate et non pas la PS5 et la Xbox Series X. Et pourquoi je vais parler de cette next génération? Eh bien je vais parler de cette next génération car elle pourrait très bien ne jamais voir le jour et je vous explique pourquoi tout de suite. Alors avant de parler de cette next génération, je voudrais remercier tous mes abonnés, et oui, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, et les futurs, c'est-à-dire que si vous passez par là et que vous vous abonnez, ça me ferait plaisir, ça ferait monter un peu la chaîne, qui en a vraiment besoin, toujours. Hein. Mais bon, je décolle doucement, et ça c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos abonnements, et donc je tenais à vous en remercier. Nous allons parler tout de suite de cette nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'informations intéressantes, déjà par le passé et maintenant, pour indiquer qu'est-ce que sera cette future génération, puisque la next-gen qu'on appelle, c'est-à-dire la PS5 et la Xbox Series X, finalement elles sont plus très next, hein. Elles vont arriver très bientôt et elles sont bien présentes, on en connaît les caractéristiques, on a même vu les premières images. Donc voilà, c'est plutôt une génération qui va être établie aujourd'hui. Et donc le futur, ça va nous réserver quoi en 2027? Eh bien je peux dire qu'en cherchant à peine un petit peu, on peut déjà prédire à peu près ce que seront les machines, les nouvelles consoles en 2027, c'est-à-dire la PS6, je l'ai appelée comme ça, c'est assez facile si on regarde ce que fait PlayStation en termes de nom, hein. Et la Xbox, alors par contre la Xbox Ultimate, parce que Xbox, eux, enfin Microsoft, ils changent tout le temps de nom, donc difficile de savoir comment ils l'appelleront en 2027. Alors j'ai regardé un petit peu en termes de puissance ce que vous pouvez obtenir en 2027 et c'est assez facile finalement de prédire ce que ça va être puisque TSMC prévoit de faire du 3 nanomètres en 2022, et oui, 3 nanomètres et du 2 nanomètres. Alors les premiers, on va dire les premiers essais en 2024, les premiers essais fonctionnels, et probablement que ça sortira en production entre 2025 et 2026 si tout va bien. Ce qui veut dire, pour prendre exemple, si on prend le GPU et le CPU AMD d'aujourd'hui et que AMD ne fait aucun effort en termes de design, en termes de créativité, en termes de développement R&D, donc nous avons du RDNA 2 comme aujourd'hui pour la PS5 et la Xbox Series X, que nous nous projetons en 2027, nous passons à 2 nanomètres au lieu de 7 nanomètres, nous divisons donc par 3,5 la taille du CPU et du GPU, ce qui veut dire que sur la même surface pour le même prix, pour payer la PS5 et le Xbox Series X, nous aurions 3,5 fois plus de transistors, et oui, donc nous aurions linéairement à peu près 3,5 fois plus de puissance, ce qui veut dire que ça fait 36 teraflops en 2027 pour la PS5 et 42 teraflops pour la Xbox Series X, vous imaginez déjà le gain. Mais nous savons très bien que nous n'allons pas rester en RDNA 2, il y a déjà le RDNA 3 qui se pointe, probablement qu'il y aura beaucoup d'évolutions technologiques entre 2020 et 2027, et nous serons donc plutôt autour de 100 teraflops, on peut déjà le prédire. D'ailleurs, en 2013, lorsqu'est sortie la PS4, nous étions à 1,4 teraflops, aujourd'hui nous sommes à 10, entre 10 et 12 teraflops, bon, ça fait à peu près 10 fois, je vous l'accorde, pas tout à fait, mais voilà. Nous pouvons également prévoir pour le SSD. En 2013, les SSD tournaient à 500 MB par seconde. Eh oui, mégabytes, 500 MB. Aujourd'hui, nous sommes à 5,5 GB. Ah oui, avec le SSD fabuleux de Sony. Donc il est facile de prévoir que nous serons autour de 50 GB, et oui, en 2027, en évolution de 10 fois encore. Donc vous voyez, ça ferait de très belles machines, hein, et c'est assez facile à prévoir. Ça peut tourner autour de ça, ça peut être un peu plus puissant, un tout petit peu moins puissant. D'ailleurs, regardez ce qui se passe dans le monde du PC, et je vous avais dit, en parlant des PC gamers, que ça allait très vite évoluer, que Nvidia allait contre-attaquer, et bien ils l'ont fait tout de suite. Avec la RTX 3070 et 3080, la 3080 qui va sortir, et vous imaginez bien, la TI va vite arriver, et que l'on estime à 21 teraflops, un vrai monstre. Et il y a même une 3090 dont on parle, et on ne sait même pas ce que c'est. Donc c'est à 7 nanomètres chez TSMC, et ça veut dire qu'ils ont pris le même modèle que AMD, ils ont réduit, et en plus ils ont des nouvelles technologies qui leur permettent d'accroître leur puissance. Je vous ai dit, Nvidia, ils ont toujours un petit temps d'avance sur AMD en termes de puissance. Le futur à 100 teraflops, ce ne sera pas un problème en 2027. Sauf que malheureusement, il est possible que ces belles consoles puissantes qui pourraient être chez nous n'arriveront jamais. Pourquoi? Parce que maintenant le cloud gaming commence à prendre de l'essor. Déjà il faut savoir qu'on en parle depuis longtemps de la fin des consoles. Cette génération-là aurait très bien pu ne pas voir le jour. Une petite annotation assez rigolote. Vous connaissez Peter Moore? Non, vous ne le connaissez pas? C'est celui qui, avec Michael Pachner, alors Patner ou Pachner, je ne sais pas comment ça se prononce, vous savez, le prophète comme on appelle, a annoncé, tous les deux ils ont annoncé que effectivement la Xbox Series X sortirait à 399 €. Peut-être ont-ils raison d'ailleurs.
Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Peter Moore, donc, qui a travaillé à Electronic Arts, qui a travaillé à Xbox et dans d'autres boîtes, il a annoncé donc ça, alors qu'il a annoncé en 2016 qu'il n'y aurait pas de nouvelle génération de consoles, enfin telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ce serait du cloud gaming, mais sûrement pas des consoles puissantes comme on a aujourd'hui, en 2016. 2020, on a la PS5, on a l'Xbox Series X. Comme quoi, vous voyez, on peut être grand patron, avoir pas mal bourlingué et ne pas être très visionnaire quand même. Mais c'est un autre débat. Ceci dit, il a dit quelque chose d'important, il a dit que cloud gaming prendrait toute son importance dans les années à venir, et c'est vrai. Il faut savoir que Sony y pensait d'ailleurs fortement, hein, c'est-à-dire qu'avant de développer la PS5, ils ont étudié une possibilité de faire une console uniquement cloud gaming. Mais Enichiro Yoshida, le CEO en 2018 à l'époque de Sony, hein, a dit non, cette génération-là, nous avons encore besoin de consoles, on va dire, physiques et non pas de cloud gaming. Nous allons faire donc une console physique. Bon, on la connaît, il avait déjà dans les tuyaux d'ailleurs, hein, parce qu'elle n'est pas sortie de 2018. Mais pour cette génération-là, il a bien dit pour cette génération-là, nous avons encore besoin de consoles physiques. Ce qui veut dire, si vous étudiez un peu les mots, que pour cette génération-là, la future, pas sûr. En 2018, d'ailleurs, Yves Guillemot, donc le patron de Ubisoft, a déclaré « Nous aurons encore des consoles physiques pour cette génération-là, mais ce sera la dernière. » Vous voyez, ça commence à se préciser un peu de tous les côtés, parce que je vous rappelle qu'Ubisoft, eux, ce sont des éditeurs de jeux, hein, ce ne sont pas des fabricants de consoles. Et bien sûr, ce qui peut nous conforter dans cette vision, c'est Google Stadia. Et oui, Google Stadia est arrivé, et oui. Et bon, alors, il est critiqué, il a plein de défauts, mais il est quand même bien là. Et derrière Stadia, il y a le nom de Google, l'une des plus grosses firmes au monde. Imaginez avec les moyens financiers qu'ils ont. Alors c'est quoi? C'est du cloud gaming, c'est-à-dire que c'est totalement différent hein, comme vision et comme approche, c'est-à-dire que vous ne chargez plus les jeux en local, vous n'allez plus, on va dire, avoir besoin d'une puissance physique locale, tout va être déporté sur des serveurs à distance. C'est du streaming, mais du streaming non pas comme, on va dire, Netflix, mais simplement du streaming de jeux. C'est à peu près l'équivalent. Vous allez envoyer simplement des instructions hein, par une petite boîte qui sera vraiment pas chère, hein, qui sera donc pas puissante, ou qui va transmettre vos ordres de la manette, qui va transmettre peut-être la voix si par exemple vous parlez au micro, et puis c'est à peu près tout, et qui va recevoir le son et l'image 4K en retour de vos actions. Bien sûr, ça nécessite une technique assez fabuleuse quand même, parce que vous imaginez bien, en temps de réaction, on n'est pas dans un film Netflix. Hein. Là, il faut de la réaction, de la réactivité immédiate. Mais tout ça, ils l'ont traité, entre guillemets. On verra quand même les difficultés à installer cela partout. Mais ça marche aujourd'hui, ce qui veut dire que théoriquement, en 2027, lorsque va se répandre un peu plus la fibre, lorsque va se répandre un peu plus un réseau, on va dire mondialement puissant, en théorie, je dis bien en théorie, ils pourraient implémenter ça à peu près partout. Bon, le partout étant quand même assez limité pour des raisons techniques évidentes. Mais qu'est-ce qui se cache derrière Google Stadia? Alors je vous précise que Google Stadia n'est pas le seul, bien entendu. Il y avait un projet Shadow qui existait en France, hein, déjà, de streaming de jeux qui existe depuis plus de 2 ans, donc voilà, il y avait quand même des précurseurs. On peut parler aussi du PlayStation Now, hein, qui apparaît par exemple, et qui est à peu près, alors c'est pas l'équivalent, mais quand même, on peut effectivement jouer à plein de jeux pour à peu près 10 € par mois, on a toute une galerie de jeux immédiate. Il y a également le xCloud de Microsoft, hein, qui apparaît aussi, et tout ça, ça permet de faire quoi? Ça permet, c'est un gros avantage, hein, pour par exemple Stadia, de jouer sur tablette, de jouer sur Android, donc sur téléphone, ou de jouer sur votre télévision avec le Chromecast. Donc vous pouvez jouer sur une multitude de plateformes, en attaquant toujours le même serveur, c'est-à-dire la même puissance physique à distance. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que vous disposez d'une grande puissance physique, qu'ils ont décrit tel quel, c'est-à-dire 56 cœurs de processeur GPU à 10,7 teraflops AMD, ça vous rappelle pas quelque chose ça? Un CPU AMD, probablement aussi Zen 2, hein, et puis derrière une mémoire qui tournerait à 448 GB seconde, ou 484 plutôt, 448 étant la PS5. Alors pourquoi j'ai cité 448? Parce que ça ressemble étrangement quand même aux caractéristiques de la PS5, si on peut dire ainsi, un tout petit peu moins puissant que la Xbox Series X, bref, l'équivalent des consoles actuelles. Donc Google espère atteindre 2 milliards de joueurs en 2025, vous imaginez 2 milliards de joueurs. Ce qui veut dire que pour la prochaine génération de consoles, en 2027, il y aura forcément des changements, ou en tout cas des questionnements. Alors quels sont les avantages du système du cloud gaming finalement? On va parler bien sûr du système Google, en particulier Stadia, mais il y en aura d'autres qui vont apparaître. Alors le cloud gaming, eh bien l'avantage pour le joueur déjà, c'est qu'effectivement, il n'a pas besoin de télécharger le jeu. Vous savez, des fois c'est très long. Donc normalement, si nous sommes fibrés, parce que quand même pour jouer au cloud gaming, je vous rappelle que si vous êtes en collection ADSL, vous ne jouerez pas au-delà de 1024p, hein, donc si vous jouez en 4K, il faut être fibré, hein, ni plus ni moins, puisque ça prend à peu près 35 mégabits seconde de débit, et c'est un minimum pour jouer en 4K, donc il vaut mieux avoir plus, donc il faut être en fibre. Et si vous êtes fibré, le téléchargement des jeux, c'est quand même pas si long que ça non plus, hein, donc c'est un argument moyen, mais c'est un argument qui sort, c'est-à-dire que hop, vous cliquez sur un jeu, et c'est immédiat.
Super, c'est vrai que c'est pas négligeable comme argument. Le deuxième argument qui est pour moi plus intéressant, c'est que vous disposerez toujours d'une machine puissante. Eh oui, c'est-à-dire qu'ils allient finalement les avantages de la console, et j'en parlerai après pour les développeurs, avec les avantages du PC gamer, c'est-à-dire l'amélioration continue de la puissance de votre machine. Vous ne resterez pas à 10,7 teraflops, c'est-à-dire que dans 1 an ou 2 ans, ils vont changer toutes les cartes GPU des serveurs par exemple, et vous allez vous retrouver avec 20 ou 22 teraflops. Et oui, c'est facile. Et donc vous allez bénéficier tous en même temps, au même moment, ou presque, d'une amélioration physique des serveurs à distance, et donc de votre puissance chez vous. C'est un avantage non négligeable. Pour les développeurs, c'est évident aussi l'avantage. L'avantage, c'est que vous disposez, pour les développeurs, d'une base commune. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas avec des PC qui ont des disques durs, puis des SSD pour d'autres, puis des cartes graphiques différentes, et puis en même temps vous avez une Xbox, et puis en même temps vous avez, on va dire, une PlayStation, une PS5, et puis vous avez Nintendo, et puis vous avez même Android, des téléphones Android, des tablettes, enfin bref, tout un panel de développement à faire en parallèle différents. Là, vous aurez une base commune qui seront sur ces serveurs, qui distribuera et les tablettes, et les téléphones, les Android, et bien entendu votre télévision, enfin la petite boîte que vous aurez sur la télévision, c'est-à-dire un mode commun. Pour le développeur, il n'aura plus besoin de développer 10 fois le même jeu. Et pour les éditeurs, vous allez me dire quel est l'avantage. Déjà, c'est une visibilité énorme, vous imaginez Google, mais ceci dit, ils ont déjà la visibilité, les éditeurs, donc c'est pas trop ça. L'intérêt, c'est le piratage. Et oui, le piratage, parce que vous avez peut-être oublié ce petit truc, mais le piratage, ça existe. Et oui, c'est 65 milliards de dollars de perdus en 2014 pour les éditeurs, enfin pour le monde du jeu en général. 65 milliards, vous imaginez? Et là, ça va être difficile de pirater des jeux. Oui, parce que pour pirater, il faudrait pirater les serveurs à distance. C'est-à-dire que le code source du jeu, il ne sera plus chez vous, comme c'est actuellement, par exemple, dans les consoles ou sur le PC. Donc, difficile de pirater quelque chose que vous ne possédez pas. Il sera sur les serveurs à distance. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y aura toujours des pirates qui vont pirater les serveurs, oui, mais c'est pas trop le commun du mortel quand même, c'est un peu la différence. Aujourd'hui, d'ailleurs, Netflix est arrivé, vous savez, Netflix en 2014 c'était 500 000 abonnés, aujourd'hui c'est 6 millions en France, donc vous voyez l'augmentation. Et pourquoi je parle de Netflix? Parce que ça a changé quand même le mode opératoire du piratage. Et oui, il y a 2 ans par exemple, le piratage a baissé de 15%, et l'année dernière de 19%. Comment on le sait? Alors parce que les pirates, le pirate maison on va dire, ne se dévoile pas trop quand même. Eh bien on le sait par le nombre de recherches de l'un des plus célèbres sites illégaux de téléchargement sur Google et sur tous les moteurs de recherche qui a diminué de ce nombre-là. Donc on pourra en déduire quand même que effectivement ça a diminué fortement, et c'est probable d'ailleurs, par rapport à toutes les années précédentes. Alors bien entendu, Netflix, ce qui est assez marrant, c'est le revers de la médaille, c'est le retour du bâton sur la bergère, on va dire, c'est que Netflix se fait beaucoup pirater. Donc ça, c'est un autre problème, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas payer Netflix, bien entendu, et que le sport, par exemple, le sport, lui, continue à augmenter en piratage, parce qu'il n'y a pas d'offre sportive, effectivement, équivalente à Netflix. Alors il y a Beansport bien entendu, il y a Canal+, mais ça ils existaient avant, et puis les gens probablement trouvent ça trop cher pour certains et donc piratent. Mais Netflix, pour ce qui est des films et des séries, a amené un gain vraiment substantiel sur le piratage, c'est-à-dire il a diminué le piratage. Et donc les éditeurs ils sont pas fous, parce que les éditeurs, tout l'environnement du jeu, ils sont pas fous, ils se disent attendez, 65 milliards en 2014, donc c'est plus aujourd'hui, ça fait quand même des revenus. Donc si jamais on déporte les jeux, piratage presque impossible, entre guillemets, eh bien, vous comprenez tout de suite l'appât du gain, quoi, on va dire. Donc les éditeurs ne sont pas insensibles à cette douce petite musique. Mais bien entendu, on n'a jamais rien sans rien, et il y a des inconvénients. Alors déjà, pour les joueurs, il y en a pas mal, enfin pas mal, j'exagère un peu, mais le prix. Donc actuellement, il faut savoir que Google Stadia, c'est 9,90 € par mois, en France. Avec ça, vous avez quoi? Vous avez le droit d'acheter des jeux. C'est-à-dire, vous allez sur la plateforme et vous cliquez sur le jeu et vous le payez. Oui, alors vous payez 9,90 € et vous payez le jeu. C'est pas tout à fait comme le PlayStation Now où vous payez 9,90 € mais vous avez accès au jeu gratuitement. Donc, est-ce que c'est cher? Alors, en fait, c'est pas vraiment un inconvénient, j'aimerais bien, parce que moi, vous avez compris, je suis quand même un peu pour la console physique, mais je vous expliquerai pourquoi à la fin. Mais les 9,90 €, ce n'est pas vraiment un inconvénient, en fait, ça, je dois l'avouer. Pourquoi? Parce que la console, vous allez la payer. Alors certes, si vous payez votre console, la PS5 par exemple en 2026, vous allez la payer pas très cher, mais vous allez en profiter un peu moins. Si, comme moi, vous allez l'acheter quasiment dès sa sortie, vous allez payer 499 € si elle est à ce prix-là. Si vous divisez par les 6 ou 7 ans que vous allez l'utiliser, ça fait à peu près 80 € par an, vous pouvez me croire, donc ça fait à peu près, on va dire 6-7 € par mois. Et oui, il faut la rentabiliser la console. 6-7 € par mois, vous rajoutez
un PlayStation Plus, hein, par exemple pour avoir accès aux jeux en ligne, des choses comme ça, ben, vous arrivez à peu près à même au-delà de, des 10 euros hein, ou des 9,90 que propose Google Stadia. Donc le prix, oui, au début ça réfrène un peu parce que vous dites, attendez, je vais payer 10 euros et en plus je dois payer les jeux, mais finalement c'est ce qu'on paye aujourd'hui quelque part. Hein. C'est comme ça. Le deuxième défaut, c'est le monopole. C'est-à-dire ça me plaît beaucoup moins parce que où sont les exclus par exemple? Alors Google Stadia, il faut savoir que les éditeurs s'en plaignent beaucoup actuellement parce qu'ils n'offrent pas vraiment d'avantage pour qu'on développe chez eux des exclus. Ils sont assez radins. C'est quand même assez surprenant de la part de Google hein, qui génère beaucoup d'argent, mais voilà, ils sont assez radins. Et donc les exclus PlayStation, les exclus Microsoft, les exclus Nintendo, elles vont être où demain? Les studios qui font justement des exclus, qui font donc des jeux qui sont quand même parmi les meilleurs, hein. Regardez toutes les exclus, c'est ce qui ressort vraiment du lot, à part quelques rares cas comme The Witcher 3, comme bien sûr Cyberpunk ou d'autres, mais enfin quand même, les exclus généralement sont très bonnes. C'est des studios qui vont travailler sur un type de machine, qui vont aller jusqu'au fond de la machine, qui vont, on va dire, ouvrir ses entrailles pour en profiter, pour en extraire le maximum. Et bien ça, demain, ça existera peut-être beaucoup moins avec des Google Stadia. De plus, Google Stadia, alors c'est particulier à Google, mais Google a la réputation d'être changeant, c'est-à-dire qu'ils peuvent arrêter un très gros projet d'un coup. Eh oui. Donc demain, ils peuvent dire dans 2-3 ans, ils disent bon, on arrête. Ça rapporte pas assez, on arrête. Alors nous, les abonnés, qu'est-ce qu'on va devenir quoi? On va changer encore de boîte, on va aller chez quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas dans la stabilité. Je veux dire, Google, c'est pas pour moi le représentant du jeu. Microsoft, PlayStation, hein, donc Sony ou encore Nintendo, bon maintenant ce sont des acteurs majeurs du jeu, ce sont des gens qui ont investi depuis des années et des années dedans. Là j'ai l'impression que c'est une opportunité financière pour l'instant. On verra si ça dure dans le temps, mais bon pour l'instant, est-ce que Google vraiment montre une motivation à s'investir au maximum dans le jeu? Je n'en suis pas certain. Il y a d'autres acteurs qui peuvent rentrer d'ailleurs dans ce système. Il faut savoir que pour que ça marche très fort, il faut avoir des serveurs partout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un serveur aux États-Unis et vous tous nous connecter sur le serveur aux États-Unis. Ça ne marchera pas. Il faut des serveurs en France, il faut des serveurs en Europe, un peu partout en Europe, des serveurs en Asie, des serveurs aux États-Unis, partout où on veut qu'il y ait du cloud gaming. Et ça, pas n'importe qui peut le faire. Google peut le faire, bien entendu. Qui c'est qui peut le faire? Amazon. Ben oui, parce qu'Amazon sont parmi les leaders, sinon le leader en cloud. Et il faut savoir, hein, en cloud professionnel, Amazon, ils sont les leaders. Il y a bien entendu Facebook aussi, je pense qu'ils peuvent le faire, qui peuvent se permettre de faire ça. Et après, Microsoft, peut-être, Apple, peut-être, et il y a bien des peut-être derrière tout ça, et Sony qui sont encore derrière. Ça va être très difficile d'installer des data centers partout dans le monde pour faire du cloud gaming. Ça coûtera très cher. Et là, vous voyez vraiment une difficulté en termes techniques. Parce que, bien entendu, le cloud gaming, ça ne marchera en 2027 que si le maximum de personnes a la fibre. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans le 93, hein, chez certains opérateurs, quand on arrive entre 20h et 22h30, vous savez, au moment où on va tous regarder les films sur Netflix, où il y en a qui jouent, etc., eh bien, il y a une baisse énorme, et quand je dis énorme, du réseau fibré, hein, puisqu'on passe des 500 mégabits seconde, c'est la moyenne, on est rarement à 1 gigabit, hein, à 30, 30 mégabits seconde, et oui, et même il y a des fois, c'est encore en dessous. Donc vous imaginez si on met tout le monde en cloud gaming, le cloud gaming c'est énorme, un jeu, vous pouvez transférer jusqu'à 7 gigas de données, et oui, un seul jeu, en 1 heure, 7 gigas, si vous êtes en 4K, comme ils le disent, hein, en 4K 30 fps ou même 60 fps, c'est ce qu'ils visent, ça peut faire du 7 gigas, voire même plus. Donc vous imaginez si tout le monde se connecte avec du 10 gigahertz, le réseau ne tiendra pas. Or, l'infrastructure est toujours plus longue physiquement à modifier que ne l'est effectivement les data centers et que ne l'est une machine qu'on recevrait chez nous, c'est-à-dire une PS6 ou une Xbox Ultimate. Pour finir, je pense que les constructeurs se poseront encore la question. Pourquoi? Parce que Sony, je vous rappelle, ils ont fait des chiffres records grâce à la PS4. 110 millions de consoles vendues. Comme j'ai expliqué, ils vendront probablement à perte, hein, je l'ai déjà dit, Xbox et PlayStation, les premières consoles. Peut-être 1 ou 2 millions de consoles, peut-être un peu plus. Mais à terme, ils vont, ne vous inquiétez pas pour ça, faire des bénéfices sur les consoles. Et oui, aujourd'hui, Sony fait des bénéfices sur toutes les PS4 qu'ils vend. Ne croyez pas le contraire. Et donc, c'est un revenu hyper important pour eux. Et ça, ils vont le perdre, puisque s'ils font effectivement du cloud gaming, ils vont gagner autrement, bien sûr. Oui, mais bon, ça fait quand même des revenus un peu en moins. De plus, on va dire Sony et Xbox, Microsoft en particulier, mais Nintendo aussi, vont se regarder en chien de faïence. Parce que si jamais il y en a un qui quitte le monde de la console physique,
l'autre aura un boulevard devant lui, parce qu'il y a des tas de joueurs comme moi, par exemple, qui préféreront encore une console physique à du cloud gaming. Peut-être qu'on aura les deux, ça c'est possible. Mais la console physique aura toujours pour moi un petit avantage auprès du cœur des joueurs. C'est mon avis, je peux me tromper. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à le dire, à dire ce que vous pensez du cloud gaming, à dire si vous allez vous y inscrire finalement, à dire si vous préférez le cloud gaming aux consoles physiques ou inversement. Bref, comment vous voyez, vous, l'avenir du joueur, c'est-à-dire de nous, des consoles. J'attends vos commentaires avec impatience. C'était un peu long, je m'en excuse, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur les consoles, sur l'avenir de la next gen, de la PS6 et de la Xbox Ultimate. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.